Regarder avec Guillaume que j'appelle ici sur la scène, grande scène. Euh, Merci Guillaume de venir nous expliquer et pour faire en fait l'introduction métier maintenant. Qu'est-ce que c'est que la maintenance dans la construction du point de vue de l'assureur? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Peut-être tu peux commencer par te présenter, présenter ta structure. Oui, oui, bien, avec plaisir. Donc, je suis Guillaume Gauthier, j'appartiens à Socabat. Socabat, c'est un GIE qui regroupe l'ensemble des ingénieurs et techniciens qui travaillent pour le groupe SMA BTP, assureur de la construction. J'appuie sur ça. Ok, super. Donc, écoutez, j'ai préparé cette petite présentation avec mon nouvel assistant qui s'appelle Notebook LM. Et donc, on va essayer d'aborder la notion de la maintenance en lien avec l'assurance. Alors, on va enfoncer quelques portes ouvertes et puis essayer de formuler quelques espoirs et vœux. Première porte ouverte, 75% du coût d'un bâtiment est lié à l'exploitation maintenance. C'est des chiffres que vous connaissez. Et seuls 20%, 25% sont liés à la phase construction. Deuxième porte ouverte, l'approche préventive est plus économique que l'approche réactive. Donc, évidemment, dès lors qu'on laisse filer l'entretien, évidemment, les sinistres peuvent en découler et arriver et survenir dans nos bâtiments. Troisième porte ouverte, eh bien, le défaut de maintenance et d'entretien peut être une exclusion de nos contrats d'assurance. Et dès lors que l'assureur ou l'expert qui est mandaté sur les lieux d'un sinistre constate le défaut de maintenance, alors le désordre n'est pas garanti. Ça veut dire que en dommage ouvrage ou en multirisque habitation, eh bien, vous risquez d'avoir une non-garantie et donc avoir à régler l'ensemble des sinistres. Alors, ça n'empêche pas que le professionnel a un devoir de conseil et il doit à tout moment y répondre. Et donc, mais évidemment, je le redis, l'entretien a donc une clause d'exclusion. Alors, des exemples de mauvais entretien, si on ne nettoie pas les différentes évacuations en toiture terrasse et qu'on a un chargement en eau, on risque d'avoir un développement de végétaux, mais pas seulement. On peut aller jusqu'à changement en eau des toitures terrasses et un effondrement. Euh, alors, dans ce genre de cas, en dommage ouvrage, l'exclusion est quasi immédiate. On a vu sur des expertises des arbres qui ont poussé en toiture terrasse. Évidemment, ce n'était pas une toiture terrasse végétalisée, hein, c'était juste une toiture terrasse gravillonnée et elle s'est végétalisée toute seule. Donc là, très très clairement, on peut acter le mauvais entretien et le non-entretien de la toiture terrasse, et ça peut aller très loin en termes de dommages pour le maître d'ouvrage. Alors, c'est un peu moins clair en multirisque, parce que même si cette exclusion existe, il faut qu'on le rappelle, et il faut que je vous le dise, la jurisprudence est moins favorable à l'assureur, contrairement au dommage ouvrage. Les clauses d'exclusion sont jugées classiquement par la jurisprudence trop vagues pour pouvoir effectuer cette exclusion, mais c'est malgré tout dans nos contrats. Alors, on peut citer donc les joints de menuiserie qui ne sont pas entretenus et qui génèrent des déformations dans les menuiseries. Ça arrive, on a vu ce genre de cas. On a vu d'autres cas où les piscettes de balcon n'étaient pas entretenues et donc l'eau ruisselait le long du balcon et impactait le béton avec la mise à nu des armatures. On a vu jusqu'à des ans jusqu'à l'effondrement de balcon. Ça, c'est vraiment les cas extrêmes.
On a vu aussi des VMC qui sont donc encrassés et non nettoyés, peut générer deux désordres importants. Le premier, c'est que le moteur va forcer et on a vu des départs de feu. On a vu également d'autres types de désordres, c'est que dès lors que la VMC est hors service ou fonctionne moins bien, eh bien des moisissures apparaissent rapidement dans le logement. C'est la même chose pour les pompes à chaleur. Alors, juste pour mémoire, on a une obligation de maintenance depuis quelques années. Et si cette obligation de maintenance n'est pas respectée et qu'on fait fi des différentes alertes de la pompe à chaleur, alors on risque d'avoir une non-garantie. Alors, pour pallier tout ça, enfin, on a quand même des outils. On a donc le DOE, hein, le dossier des ouvrages exécutés, dans lequel on va retrouver les plans d'exécution, les notes de calcul, les notices de fonctionnement et d'entretien, les manuels utilisateurs. Et donc, l'idée, c'est qu'on ait un DOE qui nous permette d'avoir tout un tas d'informations. Pour l'instant, il est très papier, il est parfois numérisé, mais ce n'est pas le seul outil qu'on a à notre disposition. On va avoir le DUO, qui est aussi, donc, que vous connaissez bien sûr, hein, c'est le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, et qui va nous permettre d'avoir toutes les règles d'intervention pour les entreprises de maintenance sur nos ouvrages. Donc évidemment, tout ça, c'est des documents qu'on a à notre disposition, qui sont plus ou moins bien renseignés à la livraison. Et même quand c'est bien fait, malgré tout, on constate que parfois, l'information se perd. Finalement, ben, que- qu'est-ce qu'on a mis en œuvre? Quel était le modèle? Qu'est-ce qu'il fallait faire comme entretien? Et donc, bah, pour relier avec l'introduction d'Aurélie, finalement, est-ce qu'on n'a pas des bâtiments qui sont amnésiques de temps en temps et qui nous permettraient, et est-ce qu'une traçabilité de ces informations nous permettrait d'être plus efficace dans les règlements de sinistres? Parce que bah, je reprends un exemple, je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à tout à l'heure. Une toiture terrasse qui monte en eau et dont on n'a pas la certitude que la fuite qu'on peut constater dans l'étage en dessous est due soit au relevé d'étanchéité ou intrinsèquement au revêtement d'étanchéité, alors il faut qu'on prouve qu'il y a bien les bons entretiens et tant que l'expert en assurance n'a pas constaté réellement que ce n'est pas dû au manque d'entretien, alors les indemnisations sont bloquées. Donc les règlements de sinistre peuvent durer très très longtemps. Alors, ben, je continue dans la formulation de mes souhaits, hein. Maintenant que j'ai enfoncé toutes mes portes, eh bien, on pourrait imaginer, on va en reparler, j'imagine, tout à l'heure. C'est pour ça qu'en introduction, je formule tout de suite mes souhaits. Est-ce que le DPP ne peut pas nous permettre d'avoir une meilleure information de nos équipements et de nos constituants du bâtiment, pour ensuite avoir un carnet d'entretien du bâtiment qui va vivre et qui serait complètement numérisé pour améliorer, bah, que ce soit la maintenance ou la valorisation des bâtiments des maîtres d'ouvrage, mais également égoïstement pour l'assureur pour aller plus vite dans le règlement des sinistres. Et je vais conclure en disant que finalement, bah, si on a un carnet numérique bien renseigné, numérisé et tracé, alors bah, c'est une sécurisation pour le maître d'ouvrage parce qu'il peut prouver à l'assureur qu'il a diligenté l'ensemble des opérations de maintenance. Pour le professionnel, il a réalisé son devoir de conseil. Et je le redis, hein, le défaut de conseil, le défaut de devoir de conseil est un point important pour le professionnel. Et puis, bah, pour l'assureur, ça permet de cadrer les responsabilités, d'être très clair avec ses assurés. Donc, en fait, cette traçabilité, finalement, devrait nous aider, si on y parvient, devrait nous aider à régler beaucoup de problèmes. Voilà. Merci Guillaume. C'est très clair de notre point de vue. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a un peu de temps pour répondre à une question ou deux.
Oui. Ah. Ah, DPP, je Alors, on pense nous que pose la question, je vais la retranscrire, parce qu'on a toujours à côté de nos problèmes de micro. Euh, Guillaume, DPP, ça veut dire quoi? c'est le passeport numérique des produits. Euh, Digital Product Passport, c'est ça? Ouais. Ok, C'est très bien. l'anglicisme pour dire passeport numérique produit, Digital Product Passport. Tu veux apporter des compléments? Et J'imagine que tu es au cœur du sujet, exactement. Aurélie. Donc, en effet, ce passeport-là, et Diana va en revenir comme ça pour ceux qui ne sont pas hyper au courant de ce que ça veut dire un passeport numérique des produits et ce qui est exigé par la réglementation. Elle y reviendra, comme ça vous éclairera. Mais c'est tout le passeport qui est exigé dans différentes réglementations, notamment celle qui est de faire de l'éco-conception la norme, le SPR, Eco-Design for Sustainable Product Regulation, et qui est aussi demandé dans la révision du règlement sur les produits de construction. Donc, Diana va revenir sur les timings, la temporalité et ce que ça va comporter ce DPP. Mais voilà, c'est un passeport qui va reprendre sur ce produit les caractéristiques essentielles de déclaration de performance et de conformité quand on est dans un produit de construction, de marquage CE et qui va pouvoir être suivi tout au long de son cycle de vie. Et donc, améliorer en fin de vie, permettre en tout cas une deuxième boucle et faire tourner la boucle de l'économie circulaire et allonger la durée de vie des produits. Merci. Encore une autre question peut-être, rapidement? Moi, je... Non, ok. J'avais juste une petite question, parce que j'aime bien aussi, comme toi, enfoncer les portes ouvertes. Mais quelque chose que finalement, on ne se rend pas bien compte quand on est extérieurement de la construction, mais c'est les conséquences que peuvent avoir un problème dû à un défaut de maintenance, par exemple, en termes financiers. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu nous as montré des choses qui, enfin, en fait, n'ont pas l'air très importantes, quoi. Ok, c'est le toit, bon, mais qu'est-ce que ça, quel est le rapport entre ce que ça coûte de faire de l'entretien et puis le dégât que ça peut créer Tu peux nous en dire rapidement un mot? Euh, oui, hein, mais si d'abord, je pense que l'ordre de grandeur, c'est de 1 à 10, voire de 1 à 100. Quand c'est pas l'incendie, c'est plutôt de 1 à 1000 le rapport financier. Mais si on reprend notre exemple de toiture terrasse qui prend en eau là où j'ai une opération de maintenance qui est ridicule et qui va coûter peut-être 1000 euros, et que je vais jusqu'au désordre de l'effondrement de la toiture, ce qui est arrivé à un moment donné assez régulièrement. On en a rencontré pas mal dans les années 90 et début 2000. Ben, on est plutôt vers 600 000 euros selon les ampleurs des bâtiments. L'ordre de grandeur, c'est 500 000 et je compte même pas les immatériels derrière si jamais on est sur des entrepôts logistiques ou des bâtiments d'activité. Donc, en réalité, un léger défaut de maintenance peut avoir de grandes conséquences. Et la conséquence pour chacun, c'est l'augmentation, on est d'accord, c'est l'augmentation de la prime d'assurance de tout le monde, en fait. Euh, oui, en effet, mais parce que parfois on dit les assureurs sont des voleurs. En fait, on utilise l'argent de la communauté, hein, et j'appartiens à une mutuelle, on n'a pas de bénéfices donc ben, l'argent qu'on collecte est redistribué avec évidemment les relations prudentielles qui nous sont imposées, mais en réalité, plus on a de sinistres, plus les contrats d'assurance sont chers et on l'a vu récemment en dehors des histoires de maintenance, on l'a vu récemment sur les catastrophes naturelles, en constatant régulièrement avoir nos contrats d'assurance multirisque augmenter et c'est d'ailleurs déjà prévu. Bon. Merci, Guillaume. Merci de l'applaudir.